Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas, ça va. La crypto-monnaie, ça fait un petit moment que ça existe. Et avec le temps, Ethereum et Bitcoin, ils sont devenus plus populaires. Bref, c'est passé de partout, mais surtout, c'est allé très très vite. Et à force de prendre en ampleur, de grossir, des problèmes sont arrivés. Et notamment des problèmes liés au nombre de transactions traitées par seconde. À la scalabilité. Bitcoin, de base, il n'était pas censé gérer énormément de transactions par seconde. Il traitait que 6-7 transactions par seconde et un bloc était validé toutes les 10 minutes. Donc en gros, il fallait attendre 10 minutes pour que notre transaction soit validée. Quand même, c'est un petit peu long. Et le truc, et ce qui peut paraître bizarre, je vous l'accorde, c'est que le créateur de Bitcoin reste inconnu. Vous avez sûrement déjà dû entendre son histoire. Donc on sait que son pseudo c'est Satoshi Nakamoto, mais on n'a pas sa vraie identité. Et pourtant, en soi, quand vous achetez du Bitcoin, il y a probablement des milliers de personnes, voire des millions dans les cas les plus extrêmes, qui font une même transaction au même moment. Alors que, comme je vous l'ai dit, Bitcoin n'était pas censé gérer des milliers de transactions par seconde. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est passé entre temps. Mais ça peut pas être le créateur de Bitcoin vu qu'il a complètement disparu des radars. Sa dernière trace c'était en 2010. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir en gros l'évolution de la crypto. En tout cas les technologies qui ont permis à la blockchain de s'améliorer. Bref, on a plein de choses à voir. Comme d'habitude pour le soutien, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Vous connaissez la chanson. Et moi, je vous remercie d'avance. Allez, c'est parti, let's go. Jingle. Je vous l'ai dit les gars, un des problèmes majeurs qui préoccupe beaucoup les cryptos, c'est le problème de la scalabilité. Donc la capacité à gérer un grand nombre de transactions par seconde. Mais pas que. En vérité, une bonne blockchain, c'est une blockchain qui répond parfaitement au trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain, c'est ça. En gros, l'objectif pour une blockchain, c'est d'être clean dans chaque coin de ce triangle. Donc elle doit être décentralisée, sécurisée et scalable. Et on dirait pas comme ça, mais avoir une blockchain qui répond à ces trois critères, ça reste très compliqué. Généralement, il y aura toujours un peu plus d'un côté que de l'autre. Par exemple, la blockchain sera très scalable, mais pas assez décentralisée. C'est le cas de Solana, par exemple. Regardez, je vais vous mettre où se situent quelques projets que vous devez connaître pour que vous ayez une idée. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez regarder un peu plus en détail. Et c'est là que l'invention des Layer 2 apparaît, les amis. Pour vous faire simple, les Layer 2, c'est une couche qu'on rajoute à la blockchain principale pour améliorer le nombre de transactions traitées par seconde. Comme on l'a dit, la scalabilité. C'est pour qu'elle soit plus rapide, plus d'attaque quoi. Et là vous allez me dire, c'est une question tout à fait légitime et qu'on peut se poser, pourquoi devoir rajouter une couche? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement améliorer la couche principale? Donc la blockchain, pour être plus scalable. Comme ça, c'est fait, hop, on n'en parle plus. Et bah oui, mais non aussi. Le problème de devoir modifier la blockchain en elle-même, c'est que ça influence directement sur la sécurité et la décentralisation de la blockchain. Bah oui, vu qu'on a besoin de machines plus puissantes pour aller calculer plus vite, elles sont moins disponibles à faire autre chose. Donc il y a moins de sécurisation d'une part et de décentralisation vu qu'elles sont concentrées ailleurs. Regardez, on va prendre un exemple. Améliorer la scalabilité directement dans la blockchain, c'est comme si vous étiez dans un train et que vous devez faire passer tous les passagers dans un autre train mais sans s'arrêter. S'ils sautent tous au bon moment, c'est ok. S'ils font une erreur, c'est fini. Donc ça reste compliqué. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Ethereum 2.0 de merge. Et la transition s'est bien passée, tant mieux. Donc ça prouve que c'est quand même faisable. Mais attention, on n'oublie pas que c'était une première mondiale. On n'avait jamais vu ça dans la crypto avant. Et si toutes les étapes de la transition sont atteintes pour Ethereum, Ethereum aura officiellement réussi à améliorer sa scalabilité à l'intérieur de sa blockchain. Et si jamais vous vous posez la question, ne vous inquiétez pas, Ethereum 2.0 ne met pas en péril les Layer 2. Ils seront toujours utiles à Ethereum. Bref, revenons à nos layers. Beaucoup de blockchains ne peuvent pas se permettre de faire comme Ethereum 2.0. En tout cas, pour le moment, c'est beaucoup trop complexe, ça demande beaucoup trop de ressources. Et donc des Layer 2 sont nécessaires pour améliorer la scalabilité de la blockchain. La différence, comme je vous l'ai dit, c'est que ces Layer 2, c'est pas une modification directement dans la blockchain. C'est une couche qu'on vient rajouter. C'est comme une branche qui pousserait sur un arbre. Imaginez que le tronc d'arbre soit la blockchain principale, donc par exemple Ethereum, et que les branches ce soient des Layer 2. Et l'objectif de ces branches, de ces Layer 2, c'est de venir décharger
recharger la blockchain principale, donc le tronc, en pouvant traiter plus de transactions, mais tout en gardant cette connexion et la même sécurité du tronc. Et à partir de ce moment-là, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que si je fais une transaction sur un layer 2, par exemple Polygon, est-ce que c'est le réseau Ethereum qui va venir valider les transactions? La réponse est oui. En fait, les layer 2, ils vont venir regrouper plusieurs transactions dans une seule opération. Et après ça, elle est envoyée à Ethereum qui va venir valider la transaction. Donc d'un côté, les layer 2, ils permettent d'alléger la blockchain principale déjà de une, mais aussi ils vont permettre de payer beaucoup moins de frais et aussi d'être autant sécurisé. Maintenant que vous avez une idée de comment ça fonctionne, on va voir les différents types de layer 2 qui existent. Parce que oui, désolé, ce serait beaucoup trop simple s'il en existait que un. Donc ça va être une partie un peu plus technique, mais vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que vous compreniez. Les rollups. Les rollups, c'est sûrement la technologie la plus connue des layer 2. En gros, c'est le fait d'enrouler les transactions et de les envoyer. Rollups, enrouler. Je vais vous prendre l'exemple dans Tupperware. Alors attendez, je vais le chercher. C'est bon, j'ai mon Tupperware. Donc imaginez que tous ces bouts de papier que j'ai dans la main, ce soient des transactions. Donc j'en ai, allez, 5-6. Je vais venir mettre toutes ces transactions à un seul et même endroit. Donc je les mets ici. Je referme le Tupperware. J'ai mes transactions à l'intérieur qui sont regroupées à un seul et même endroit. Je sais pas si vous allez les voir. Et au lieu d'envoyer ces transactions une par une, je vais les envoyer à Ethereum directement dans ce paquet. Comme ça. Et la validation va être faite sur Ethereum. Et bah avec les rollups, c'est pareil. C'est plusieurs transactions qui sont regroupées à un seul endroit et après c'est envoyé sous forme de données à Ethereum, puis c'est validé. Et il existe deux types de rollups. Il y a les ZK rollups et les optimistic rollups. Les ZK rollups. Pour les ZK rollups, donc ça reste des rollups, n'oubliez pas, donc ils vont regrouper les transactions dans un seul paquet, mais sa particularité c'est qu'il va vérifier et valider le rouleau des transactions grâce à un smart contract, donc en contrat intelligent qui utilise une technique de cryptographie qui s'appelle le Zero Knowledge Proof, la preuve de zéro connaissance, d'où le ZK, Zero Knowledge. Zéro connaissance. Pour s'assurer que toutes les transactions qui sont dans le rouleau, donc chaque transaction, soit valide sans révéler le détail de ces transactions aux autres utilisateurs. C'est en gros une protection des données. Si quelqu'un viendrait à pirater le système ou directement le smart contract, et bah ils n'auraient pas accès aux informations. Ils ne peuvent rien voir. Les optimistic rollups. Pour les optimistic rollups, ils sont déjà beaucoup plus populaires que les ZK rollups. En gros, contrairement aux ZK rollups qui eux utilisent des preuves de zéro connaissance, pour vérifier la validité des transactions, les optimistic rollups ils vont utiliser une technique appelée la validation par consensus. En gros, ils vont partir du principe que toutes les transactions sont correctes. C'est ok. Et ça va passer par un jeu de validité. On appelle ça comme ça. Et le but de ce jeu de validité, c'est de s'assurer que les transactions réunies sont correctes. Donc dans ce jeu, il y a les personnes qui font les transferts, les émetteurs, et d'autres personnes qui vont venir récupérer et regrouper ces transferts et ensuite les publier sur la blockchain principale. On les appelle les agrégateurs, le fait de regrouper. Après, une fois que les transferts ont été émis, qu'ils ont été regroupés, qu'ils ont été publiés sur la blockchain, il y a un délai de 7 jours où n'importe qui peut venir vérifier si les modifications sont correctes. Généralement, c'est des membres de la communauté d'Ethereum qui s'occupent de ça. Et en gros, ils comparent si les informations qui ont été notées sur la blockchain principale correspondent aux vraies données des transactions. Si ça l'est, c'est tout bon, ok, c'est officiellement noté sur la blockchain. S'ils détectent un problème, c'est l'agrégateur qui va prendre cher. Ils ont intérêt d'être honnêtes, en tout cas, c'est tout à leur avantage. Pour l'exemple, imaginez que vous voulez payer à une caisse. Vous allez donner 2 billets à la personne qui est à la caisse. Elle va prendre vos billets et elle va les regrouper. Et elle va directement les mettre dans la caisse. Elle va partir du principe que c'est ok. Et après ça, une fois que c'est encaissé, il y a une personne qui a 7 jours pour venir vérifier que les billets que tu as donnés, c'est bien les mêmes qu'il y a dans la caisse. Qu'ils n'ont pas été modifiés entre temps. Si c'est le même, c'est tout bon. Ok, c'est enregistré. Si c'est pas les mêmes, c'est la personne à la caisse qui a regroupé les billets qui va subir les conséquences. Elle va avoir une partie de son épargne qui va être prise. C'est pour ça que je vous ai dit que les agrégateurs, ils ont tout intérêt à ne pas modifier les rouleaux. Et donc voilà, ce type de système, il permet de gagner en rapidité et en efficacité, contrairement aux ZK rollups. En projet qui utilise les optimistic rollups, on a Immutable X par exemple, les sidechains. Les sidechains, ça va être une blockchain créée en parallèle de la blockchain principale. Elle fonctionne toute seule, elle est autonome, elle se sécurise elle-même. Donc elle va pas bénéficier de la sécurité de la blockchain comme je vous l'ai dit avant, mais elle reste connectée à la blockchain principale. On n'oublie pas que le but c'est quand même d'améliorer la scalabilité de la blockchain principale. Donc elle est connectée. Donc elle peut effectuer des transactions, déployer des smart contracts, tout
tout en restant connecté à la blockchain principale. En gros, la blockchain principale va venir déléguer des transactions à la sidechain, ce qui va donc améliorer les performances et la scalabilité de la blockchain vu qu'elle va se décharger d'une partie des transactions. Jusqu'à là, on se suit. On va prendre l'exemple de Polygon, qui est la sidechain la plus connue d'Ethereum, donc en layer 2. Donc Polygon, c'est une blockchain indépendante qui est connectée à Ethereum. Donc c'est comme ça que Polygon améliore la scalabilité d'Ethereum. En tout cas, il prend une partie des transactions. En fait, dites-vous tout simplement que les sidechains, c'est une autre blockchain qui est tout simplement collée à une blockchain principale pour l'aider à améliorer ses performances et sa scalabilité. Elle se gère toute seule, elle se sécurise toute seule, elle est là pour aider. C'est tout. Et donc, pour conclure les amis, les Layer 2, ce qui est sûr, c'est que ça a été une révolution pour les cryptos. Ça a permis de gérer beaucoup plus de transactions en même temps, qui fait que les transactions sont plus rapides, moins chères. Je sais pas si vous en rappelez, mais dernier bull run, on avait des transactions genre à 100 $. Moi, ça m'est arrivé de payer des claims, juste pour claim, des 40 $ quoi. C'était un truc de fou. C'est un truc de fou, surtout pour Ethereum. Donc voilà, les Layer 2, ça reste quand même une belle solution. Ça a permis de développer des applications, des protocoles. Sans les Layer 2, par exemple, les plateformes de trading décentralisées comme DDX, que vous connaissez peut-être, et bah ça n'aurait jamais existé. Parce que tout simplement, elles ont besoin de beaucoup de scalabilité, donc beaucoup de transactions pour pouvoir fonctionner. Sans les Layer 2, Ethereum aurait été invivable. C'est vraiment une avancée qui a sauvé beaucoup de choses, je pense. Et qui surtout permettent la démocratisation plus facile d'accès. Même si, attention les gars, pas tout est beau dans les Layer 2. Il y a quand même des risques de sécurité, de vie privée, et c'est surtout dû à la complexité que sont les Layer 2 par rapport aux Layer 1, donc aux blockchains principales. Les Layer 2, c'est beaucoup plus complexe. Les smart contracts, par exemple, ils peuvent être plus difficiles à implémenter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des failles qui sont plus faciles d'accès sur les Layer 2 comparé aux Layer 1. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même fiable et ça nous aide beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que c'est plus clair pour vous maintenant. N'oubliez pas les gars à lâcher votre petit like et à vous abonner. S'il y a une façon de me soutenir, c'est comme ça. C'était Clémise, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!